vérité est bonne à dire. Soyez les bienvenus dans votre magazine sociopolitique qui reçoit ce jour Florence Marshall. Elle est porte-parole de la MONUSCO, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo. Soyez les bienvenus, madame. Merci. Alors, acceptez-vous de nous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Oui, je l'accepte. Alors, on va commencer avec le processus électoral. Les élections, c'est ce qui est d'actualité aujourd'hui. Dites-nous d'abord, à ce stade où nous sommes maintenant, est-ce que la MONUSCO a été satisfait ou est satisfaite du déroulement du processus électoral? Alors, vous le savez, c'est très frais, puisque c'était en début de semaine. La représentante spéciale du secrétaire général s'est exprimée devant le Conseil de sécurité, puisque depuis qu'on a la nouvelle résolution, en fait, le Conseil de sécurité demande au secrétaire général et à la MONUSCO de faire un rapport tous les mois sur l'évolution du processus électoral et de la mise en œuvre de l'accord. C'est qu'il y a une attention particulière qui est portée sur le processus. Exactement. Donc, depuis cette nouvelle résolution, chaque mois, on envoie un rapport écrit, mais le Conseil souhaite entendre oralement la représentante spéciale. Et donc, lundi, il y avait une session au Conseil de sécurité, et les grandes lignes de son intervention par rapport au processus électoral étaient de dire que des étapes importantes avaient été franchies, notamment le dépôt des candidatures, et on a noté un engouement pour les législatives, qu'elles soient provinciales, nationales ou pour la présidentielle, avec le dépôt de plus de 19 000 candidatures pour les provinciales, plus de 15 000 pour les nationales et puis aussi pour la présidentielle. Donc ça, c'est une étape importante qui a été franchie et dans les délais du calendrier de la CENI. Donc on ne peut que s'en réjouir. La prochaine étape maintenant, c'est l'attente le délai donc des recours et l'attente des décisions finales de la Cour constitutionnelle qui vont intervenir au mois de septembre. Donc voilà quelle est l'appréciation qui a été faite par la représentante spéciale devant le Conseil de sécurité. En soulignant qu'il reste quand même des sujets de discorde entre toutes les parties prenantes. L'utilisation de la machine à voter, d'une part, la publication de la liste finale des électeurs, comme cela avait été recommandé par l'audit de l'OIF, et puis enfin, la mise en place des mesures de décrispation prévues dans l'accord du 31 décembre. C'est une satisfaction à demi-tête pour la MONUSCO. C'est un processus qui est en cours. Il y a un calendrier, le calendrier est respecté, mais il est important que le processus se déroule dans un climat de confiance, et pour l'instant, elle n'est pas complètement là, la confiance. Et donc, c'est vraiment dans ce domaine-là que la MONUSCO, par l'intermédiaire de sa représentante spéciale, Madame Zerougui, veut utiliser ses bons offices afin de vraiment mettre toutes les parties prenantes ensemble et afin qu'il y ait une confiance dans le processus électoral et que le processus électoral soit apaisé, qu'il y ait une possibilité de débat, puisque l'enjeu, c'est quand même pour les Congolaises et les Congolais de choisir les personnes, les hommes, les femmes et les institutions qui vont les diriger dans les prochaines années. Donc il est important que tout le monde puisse présenter son programme et qu'il y ait un débat pour pouvoir après effectuer un choix libre le 23 décembre prochain. Qu'est-ce que vous attendez par confiance? Confiance veut dire unanimité sur tout, parce que dernièrement j'ai interrogé les porte-parole de la CENI, le rapporteur de la CENI qui a clairement dit qu'on n'obtiendra jamais la satisfaction de tout le monde. Il y aura toujours des gens qui vont récuser certaines choses, mais qu'est-ce que vous entendez par confiance? Confiance au sens d'avoir un consensus, d'avoir que tout le monde regarde dans la même direction. Et pour l'instant, il y a quand même des signes qui sont très positifs, dans le sens où tous les partis, que ce soit la majorité comme l'opposition, ont présenté des candidatures. Il y a une volonté de tout le monde d'aller vers les élections.
Mais une fois encore, sur certains points, notamment l'utilisation de la machine à voter et la publication des listes électorales, il est encore important de travailler, d'aplanir les divergences et de mettre fin aux désaccords entre les uns et les autres pour pouvoir évacuer ces questions-là et une fois encore se concentrer à ce qui devrait être l'essence même des élections, c'est-à-dire d'avoir un débat, des débats d'idées, des débats de programmes, parce que c'est le Congo de demain qui est en train de se jouer et qui va se jouer le 23 décembre prochain. Alors parlons de cette épineuse question de la machine à voter. La machine à voter est récusée par une frange de la classe politique, notamment l'opposition qui n'en veut pas. Est-ce qu'à la MONUSCO, vous avez déjà fait l'expérience de cette machine à voter? On vous a déjà montré le fonctionnement? On nous a montré le fonctionnement de la machine. Mais on a toujours dit, et notre position a toujours été claire par rapport à la machine à voter, la MONUSCO n'a absolument pas interféré dans les choix de la CENI en ce qui concerne l'organisation des élections. C'est clair, c'est la CENI qui est en charge de l'organisation des élections et elle choisit les moyens qu'elle souhaite pour les organiser. Donc de ce côté-là, nous sommes très clairs par rapport à ça. Mais dans le cadre de nos bons offices, nous relayons ce que nous entendons par les uns et par les autres en ce qui concerne leurs doutes, leurs suspicions par rapport à la machine à voter. Et je sais que la représentante spéciale l'a dit à plusieurs reprises, que pour elle, c'est pas tant un débat technologique. C'est plutôt que la machine arrive à un moment où, justement, on en parlait il y a quelques instants, où cette confiance manque entre toutes les parties prenantes. Mais une fois encore, nous n'avons pas à commenter l'usage de la machine à voter. Notre objectif, en revanche, c'est que les préoccupations de ceux qui ont des... par rapport à cette machine à voter, puissent être prises en compte et qu'ils puissent avoir des garanties et des assurances sur le fait que les machines vont bien fonctionner le jour venu, qu'il y aura des backups en cas de panne, etc. Dites-nous la vérité, madame. Quand vous avez expérimenté cette machine, quand la CENI vous en a parlé, est-ce que vous estimez vraiment qu'on peut tricher avec cette machine? Ça, je ne peux pas répondre à cette question parce que je suis pas dans la machine, je ne suis pas la personne qui programme la machine. Je crois qu'il y a eu un problème d'appellation. Parce que d'abord on a parlé du vote électronique et puis après on a parlé de la machine à voter et en fait moi pour avoir vu donc une présentation qui était faite pas directement d'ailleurs à la MONUSCO mais qui était faite aux différents bailleurs, c'était au début de l'année si je me souviens bien, je pense que le terme exact c'est une machine à imprimer. Puisque, voilà, à imprimer les bulletins. Moi, c'est la compréhension que j'en ai eue lorsque j'ai vu les tests devant moi. Donc, vous ne savez pas dire que si on peut ou pas tricher Non. avec. Mais est-ce que vous estimez que les suspicions de certains acteurs politiques sont fondées? Parce que la CENI continue à dire qu'elle a été butée à un problème, il fallait organiser les élections dans un délai. Il fallait écourter certaines procédures. C'est ainsi qu'ils ont fait recours à cette machine-là pour imprimer les bulletins. Mais il y a notamment les opposants qui continuent à dire que ça va servir à la tricherie. Est-ce que vous estimez que ces suspicions sont fondées? Une fois encore, en tant que... j'ai juré de dire toute la vérité, mais je suis porte-parole de la MONUSCO et ce choix technologique vraiment ne dépend pas de la MONUSCO et nous n'avons pas interféré dans cette question de la machine à voter, à part pour, une fois encore, essayer que les préoccupations des uns soient écoutées par les autres. Et puis qu'on avance. Parce que cette histoire de machine à voter, moi, ma crainte, comme je vous disais, c'est que ça occulte les vrais enjeux de l'élection et le débat politique. Mais
On peut comprendre, vous le savez comme moi, le pays est grand, les moyens de communication ne sont pas faciles, l'énergie n'est pas toujours là, donc effectivement, je peux comprendre qu'on puisse se poser des questions quant à l'alimentation des machines, etc., etc., quoi. Mais j'imagine que tout ça a été pris en compte. Mais je pense qu'il faudrait des garanties, des assurances pour que tout le monde se sente en confiance. Voilà. Alors, pour sa part, la CENI, à un moment, la CENI s'est dit, si on ne veut pas de la machine à voter, on peut l'écarter. Mais seulement, la CENI demande à la classe politique de s'assumer. C'est-à-dire, on écarte la machine à voter, on revient au gros bulletin traditionnel, mais on devra repousser les élections. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'entrevoir ça, de voir cela, c'est-à-dire pour qu'il y ait des élections apaisées, acceptées par tous, bon, on peut écarter la pomme de discorde, mais on allonge un peu les élections. Notre travail à ce jour, il est fondé sur 3 choses. La Constitution, l'accord du 31 décembre 2016 et le calendrier publié par la CENI le 5 novembre dernier. Donc, élection le 23 décembre. On ne peut pas aller au-delà. En tout cas, le Conseil de sécurité nous demande à nous, MONUSCO, de travailler en conformité avec les 3 éléments que je viens de vous citer. Voilà. Alors, lors des élections de 2006 et même 2011, la MONUSCO a été d'un grand apport sur le plan logistique dans l'organisation des élections. Mais pour les prochaines élections de 2018, en décembre 2018, de plus en plus, les autorités congolaises le disent clairement qu'elles n'ont pas besoin de l'aide logistique de la MONUSCO. Est-ce que ça vous choque? Non. Vous comprenez cette position? Tout à fait. Mais dernièrement, si je ne m'abuse, on dirait que Mme Zerugui a dit que vous avez quand même toujours envie d'apporter votre soutien. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. On a dit qu'on était prêt à apporter ce soutien. Je vous le rappelle, on a un mandat qui nous est donné par le Conseil de sécurité. La résolution 2409 est claire. Elle demande à la mission de se tenir prête à fournir un soutien logistique si ce soutien est sollicité par les autorités congolaises. Donc, nous devons respecter ce mandat qui nous a été donné par les 15 membres du Conseil de sécurité et en conséquence de quoi nous avons pris nos dispositions pour pouvoir apporter ce soutien logistique. C'est quelque chose qui doit se préparer. Maintenant, si nous ne sommes pas sollicités, non, ça ne nous choque pas. On l'a déjà dit à plusieurs reprises. C'est même plutôt encourageant. Le gouvernement dit que l'armée se mobilise pour mettre sa flotte à la disposition de la CENI, ses véhicules, ses avions, ses hélicoptères. Mais la MONUSCO collabore étroitement avec l'armée congolaise également. Vous apportez également de l'aide à l'armée congolaise. Sur le plan sécuritaire, on sait dans certaines interventions, il a fallu que la MONUSCO vienne avec sa logistique, même sur le plan aérien, pour appuyer l'armée congolaise. Vous estimez qu'avec tout ce que l'armée a, la CENI peut avoir tout ce dont elle a besoin sur le plan logistique? Notre collaboration avec les FARDC, c'est dans le volet de protection des populations civiles et de neutralisation des groupes armés, donc notamment à l'est du pays en ce moment contre les ADF et les différents groupes armés qui continuent à opérer dans l'est du pays. Donc c'est quelque chose de complètement différent et donc on a, en tout cas moi j'ai pas les éléments pour aujourd'hui pour vous dire, pour estimer si l'armée a suffisamment de moyens. Parce qu'une fois encore, on est sur un autre niveau de collaboration. Toujours parlant des élections, il y a la Cour constitutionnelle qui a clôturé mardi la réception des recours par rapport à l'invalidation de certains candidats. Il y en a 6, je crois, qui ont été invalidés par la CENI. Il y a des candidats qui estiment que le jugement de la CENI a été un peu biaisé dans cette invalidation de leur candidature. Est-ce que ça vous inquiète par rapport à l'apaisement des élections? Attendons le 19 septembre, attendons de voir la Cour constitutionnelle et l'institution de la République en charge d'examiner les recours.
Et on ne... Voilà, donc ça sert à rien. Tout ce qui peut être dit aujourd'hui, de toute façon, peut être contredit par la Cour constitutionnelle et les jugements et les décisions finales qu'elle rendra d'ici au 19 septembre. Alors, malgré le fait que le président de la République sortant, Joseph Kabila, qui n'a finalement plus pas brigué un troisième mandat, même si certaines personnalités de son camp souhaitaient qu'il brigue un troisième mandat, mais du côté de la société civile, il y a des mouvements citoyens, il y a même les comités laïcs de coordination qui projettent des manifestations pour continuer à faire pression. Est-ce que ça servira encore à quelque chose finalement? Parce que la grande pression qui était mise avant, c'était que Kabila ne devait pas se représenter. Il ne l'a pas fait, il ne s'est pas représenté. Il est encore nécessaire de continuer à faire pression, vous estimez? Il est nécessaire que toutes les voix puissent s'exprimer. On est dans le cadre on est dans une période préélectorale, électorale, le débat doit être démocratique et toutes les voix il est important que toutes les voix puissent s'exprimer de façon pacifique. Voilà ce qui est important. Donc les manifestations, ça peut se faire à condition qu'elles se fassent de façon pacifique. Voilà. On va peut-être entrer dans les volets sécuritaires. Quand j'ai préparé cette émission, il y a quelqu'un qui m'a dit ceci. Il y a hier la MONUSCO parlant des groupes armés. La MONUSCO parlait d'une traque des groupes armés. Il fallait les traquer, il fallait aider à les neutraliser. Mais on dirait que le langage de la MONUSCO a un peu changé. On parle du fait de les repousser. Faut les repousser. Expliquez-nous un peu pourquoi ce changement de langage. Non, le terme exact, c'est la neutralisation. C'est celui qui est dans la résolution. C'est notamment le porte-parole militaire qui a parlé du fait de repousser dernièrement. Voilà, moi je vous dis que le terme exact, c'est celui de neutralisation. C'est celui qui est dans la résolution. Mais on est bien clair. Ce que fait la MONUSCO par rapport aux groupes armés, c'est en soutien aux forces de sécurité congolaises. Ça aussi, c'est écrit noir sur blanc dans la résolution. Donc, l'objectif, c'est que les populations civiles... Hier, on avait un débriefing et les collègues ont dit que depuis le début de l'année, il y a plus de 120 personnes qui ont été victimes des ADF dans la région de Béni, dont des femmes et des enfants. Un chiffre qui est vraiment en augmentation par rapport aux données de l'année passée. Et ce sont à ces victimes-là que nous pensons, et à toutes ces personnes, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui vaquent à leurs occupations et puis dont la vie est fauchée comme ça par des groupes armés. Et donc le travail de la MONUSCO en soutien, une fois encore, aux forces armées de ce pays et de parvenir à leur faire baisser les armes et de pouvoir créer un climat de paix et de cohabitation pacifique entre toutes les communautés. Pourquoi vous insistez souvent sur ce terme soutien? Ça veut dire que quand il y a un problème qui se pose, tant que l'armée ne fait pas le premier pas, vous ne faites rien? J'insiste pas dessus, c'est que c'est vraiment la résolution 2409 et toutes les résolutions indiquent bien que la mission, comme toutes les missions de maintien de la paix, est déployée pour apporter un soutien aux autorités congolaises, actuellement dans 2 domaines, celui de la mise en œuvre du processus politique et électoral, et d'autre part la protection des populations civiles. Mais nous n'avons pas de mandat exécutif, nous ne nous substituons pas aux autorités de ce pays, nous sommes là en soutien. Je parle avec toutes ces personnes qui sont dans l'est du pays, qui souvent, même dans les médias, semblent accuser la MONUSCO
de laxisme devant certaines situations. Il y en a qui disent, mais ça s'est produit à quelques mètres d'un camp de la MONUSCO, ça s'est produit au-dessus des policiers ou militaires de la MONUSCO, mais ils ne sont pas intervenus. C'est pourquoi j'ai insisté sur le fait que, est-ce qu'avant que vous ne vous déployiez ou que vous puissiez intervenir, il faut d'abord que l'armée nationale, l'armée congolaise ou les autorités sécuritaires du pays fassent le pas. Vous ne pouvez pas prendre l'initiative. On prend l'initiative et on le fait. Regardez ce que nous avons fait en étroite collaboration, évidemment, avec les autorités à la fois provinciales et nationales de la République démocratique du Congo, mais ce qu'on a fait en début d'année par rapport à la crise dans le territoire de Djougou. C'est déployé immédiatement sur place. On a installé ce qu'on appelle des bases temporaires pour être au plus près des populations, afin de les rassurer. Et là, la semaine dernière, un pré-dialogue a été établi avec le soutien de la MONUSCO entre les leaders des différentes communautés. Actuellement, la situation est aussi préoccupante au sud Kivu, dans le groupement de Bijombo. Et là, pareil, on a déployé à la fois des éléments de la force, mais aussi des collègues civils qui vont sur le terrain, qui essayent de rencontrer les communautés, la communauté A, la communauté B, la communauté C, voir quel est le problème, et essayer de voir quelle est la médiation qui peut être effectuée pour faciliter une coexistence entre tout le monde et éviter de nouveaux déplacements de population. Donc nous sommes présents sur le terrain. Mais je voudrais aussi vous rappeler qu'on a moins de 15 000 hommes dans la force de la MONUSCO pour un pays qui est grand comme l'Europe. Donc on peut pas être partout, quoi. Mais non, on n'a pas... le soutien, c'est un soutien global aux autorités, mais on peut aussi... si des cas nous sont signalés, on a des réseaux d'alerte communautaires qui sont mis en place avec des personnes dans quasiment 1000 localités dans des zones sensibles et qui font remonter l'information. Ils disent là, en ce moment, on sent que les choses... Et à ce moment-là, on déploie des équipes. Donc ces fameuses bases temporaires, c'est à peu près 40-50 militaires, c'est des civils en plus. Donc on les déploie pour pouvoir, si on arrive à temps, empêcher que la crise n'aille plus loin. Et puis sinon, pour pouvoir rassurer les populations, etc. Donc on fait les choses, on fait beaucoup de choses sur le terrain. Mais évidemment, tout ça, ça ne fait pas la une des journaux. Voilà. Et les personnes qui sont contentes de la MONUSCO ne viennent pas forcément le dire dans les médias. Il y a quelques mois, les autorités congolaises avaient en tête le chef de l'État lui-même qui parlait d'un début, disons, de retrait progressif de la MONUSCO. Il fallait qu'il y ait un dialogue entre l'organisation et les autorités congolaises. Où en êtes-vous ? Ça fait plusieurs années déjà que ce processus a été entamé. C'est ce qu'on appelle le dialogue stratégique. On est tous d'accord sur le fait qu'une mission de maintien de la paix, c'est un début, ça a une fin. Que quand le Conseil de sécurité considère que la situation dans le pays dans lequel une mission a été déployée ne constitue plus une menace pour la stabilité et la paix à la fois dans le pays et dans la région, il ferme les missions. Ça a été le cas récemment en Côte d'Ivoire, au Libéria, et ce sera prochainement le cas aussi en République démocratique du Congo. Donc c'est un processus qui est en cours. Associé à ce processus, il y a aussi une diminution constante des ressources qui sont allouées aux opérations de maintien de la paix dans le monde. Nous, notre budget a été réduit considérablement ces dernières années. On a le même mandat, mais on a des ressources qui ont considérablement baissé pour pouvoir le mettre en œuvre.
Donc tout ça, c'est écrit d'ailleurs dans la résolution, les conditions de ce dialogue stratégique avec dialogue avec le gouvernement, mais avec aussi les autres partenaires et les autres entités des Nations Unies présentes dans le pays, les agences, les fonds, les programmes. Je pense à l'UNICEF, je pense au PAM, je pense au PNUD, qui eux étaient là avant la MONUSCO et resteront après la MONUSCO, mais qui vont, avec le gouvernement congolais, reprendre une partie des tâches qui étaient dévolues à la mission. Mais avec la situation actuelle du pays, je parle sur le plan sécuritaire, est-ce que vous pouvez faire une estimation? La MONUSCO pourrait partir quand? Je ne suis pas dans la tête des 15 membres du Conseil de sécurité, c'est eux qui doivent le décider. Donc ça, c'est vraiment une question qui relève du Conseil de sécurité. Donc ça ne dépend même pas des autorités congolaises. Tout se fait en accord avec les autorités congolaises. Là, la mission, elle est déployée en accord avec les autorités congolaises. Il y a un accord de siège, ce qu'on appelle dans notre jargon un SOFA, qui a été signé quand la mission a été installée entre le gouvernement et la MONUSCO, la MONUC à l'époque. Donc l'appréciation devrait être faite par les conseils de sécurité. Exactement. Et si le gouvernement demande à ce que la MONUSCO parte, les conseils de sécurité estiment que la situation sur terrain nécessite à ce que la mission continue, elle continuera. La République démocratique du Congo est un pays souverain, donc elle peut décider de garder ou non la mission. On est là avec l'accord de la mission. Du gouvernement, pardon. Ouais. Voilà. Dernièrement, le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, on l'attendait ici, à Kinshasa, il devait venir, mais il a déclaré que le président Kabila devait faire... le président Kabila avait souhaité qu'il attende un peu parce qu'il avait des annonces importantes à faire. Le président Kabila, je crois qu'il a fait ses annonces, notamment en montrant aux gens qu'il ne sera pas candidat, mais l'arrivée du secrétaire général s'est fait toujours attendre. Ça, c'est vraiment des questions de protocole entre le secrétariat des Nations Unies à New York et le protocole d'État ici à Kinshasa, afin de fixer une date ou voir si il y a encore quelque chose de possible dans les prochains mois. En revanche, le Conseil de sécurité, les membres du Conseil de sécurité ont prévu une visite en République démocratique du Congo début octobre. Ah, donc c'est à quoi on doit s'attendre? Oui, ça a été confirmé lundi lors de la session publique du Conseil de sécurité. Voilà. On va peut-être terminer avec cette question. On va essayer de revenir un peu. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, madame, les bons offices de la MONUSCO, les bons offices de la MONUSCO, en quoi ça concerne exactement? Alors, ça consiste exactement? Oui, effectivement. C'est toujours un peu compliqué parce que les bons offices, c'est pas visuel et c'est vraiment de la diplomatie. C'est vraiment la diplomatie pure et dure. Et par définition, les bons offices, pour que ça marche, il faut que ça se fait pas. Ça se fait pas sous les projecteurs. C'est une diplomatie de l'ombre. Et donc c'est pour ça que c'est un petit peu difficile. Moi, j'ai bien conscience, effectivement, que c'est un concept un petit peu difficile à expliquer. Alors concrètement, il s'agit d'être un intermédiaire entre les uns et les autres. Donc, ce qui signifie qu'il faut rencontrer les uns et les autres. Et la représentante spéciale du secrétaire général, elle rencontre, hier par exemple, elle a rencontré le vice-premier ministre, ministre des Transports. La semaine précédente, elle avait rencontré le ministre des Affaires étrangères. Donc, elle rencontre également les représentants de la société civile, les représentants des partis politiques, que ce soit de la majorité comme de l'opposition. Donc, au départ, c'est d'avoir une démarche inclusive et de parler à tout le monde. De parler à tout le monde et d'écouter tout le monde. Et une fois qu'on parle à tout le monde, donc on va revenir à notre exemple de la machine à voter. Oui. Certains disent la machine à voter, nous on n'y croit pas trop, etc. Donc c'est écouter ce qu'eux ils disent. Et puis quand on rencontre les autres, c'est de leur dire bon, écoutez, on voit bien que là il y a quelque chose qui coince. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour
pour décoincer ça, parce que voilà, on a un processus, on est tous d'accord qu'on veut un processus apaisé, transparent, crédible, etc. Mais il faut qu'on ait cette confiance. Donc, c'est ça, c'est vraiment faire passer des messages aux uns et aux autres, essayer d'influer positivement sur le processus, avec une fois encore l'objectif d'aller aux élections, qui ne sont pas une fin en soi. Les élections, c'est l'acte d'élire quelqu'un, mais c'est surtout ce qui va arriver après. Et ce qui nous importe tous, c'est ce qui va arriver après les élections. C'est enfin, premièrement, première transition pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo, et on l'espère tous, et c'est pour ça qu'on est tous là, une stabilité retrouvée et permanente pour la RDC et le développement. On espère tous ça. Donc, pour en revenir aux bons offices, c'est ça, c'est écouter tout le monde et faire part aux uns des préoccupations des autres et vice-versa, et donc essayer de réconcilier les points de vue des uns et des autres. Voilà, c'est un levier pour essayer de faire avancer les choses. Mais une fois encore, sans mandat exécutif. Donc, c'est de l'influence, ce sont des idées qui sont partagées pour pouvoir essayer Vous avez mettre... déjà obtenu des résultats dans cette démarche? Des points de vue changés, des points Oui. de vue conciliés déjà? Oui. Je vais vous donner un exemple. La représentante spéciale du secrétaire général a eu beaucoup de discussions avec les autorités de la ville-province de Kinshasa depuis qu'elle est arrivée. Et on a pu noter que les manifestations, à partir du moment où elles sont déclarées, qu'il y a des discussions et l'intention qu'elles se déroulent de manière pacifique, ont été autorisées ces derniers mois à Kinshasa. Ce qui n'est pas encore appliqué sur l'ensemble du territoire, malheureusement, et qui est un appel que la MONUSCO et un plaidoyer que la MONUSCO fait afin que de telles mesures ça fait partie des mesures de décrispation, puissent être appliquées. Donc voilà un exemple où nous pensons avoir obtenu un résultat. Florence Marchal, merci. Merci bien. Estimez-vous que Florence Marchal, porte-parole de la MONUSCO, a dit la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Si oui, faites-les nous savoir. Sinon, faites-les nous savoir également. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve au prochain numéro.